Je dirais que pour nous, à Paris, on est parti de 3 constats forts. Le premier est très simple, c'est notre bilan carbone. 30% de l'empreinte globale de Paris en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'alimentation. Donc une marge de progression évidemment énorme. Deuxième point, c'est une étude qu'on a fait avec le renfort de Météo France. On a cherché il y a quelques années à mesurer les points de force et les points de faiblesse de Paris face au dérèglement climatique, mais aussi aux raréfactions des ressources naturelles. Cette étude, elle nous a montré deux choses, enfin, elle nous a montré beaucoup de choses sur la biodiversité, sur l'évolution de notre territoire, mais en tout cas d'un point de vue alimentaire et de l'eau. D'abord sur l'eau que, eh bien, effectivement, sous les effets du dérèglement climatique, on va avoir des événements climatiques extrêmes exacerbés, c'est-à-dire trop d'eau ou pas assez d'eau. On l'a vu avec les phénomènes de crue ces 2 dernières années et l'impact que ça peut avoir et sur les infrastructures, mais évidemment sur les cultures. Et aussi le pas assez d'eau avec les périodes de vagues de chaleur qu'on a eues, que ce soit cet été ou les 2-3 étés précédents, qui d'ailleurs est venu un peu confirmer la prise de conscience à la ville de Paris. Les gens riaient un peu quand on a sorti cette étude avec Météo France. Maintenant, on se rend compte qu'il y a vraiment un sujet et qui du coup nous pose de grosses problématiques d'un point de vue l'eau en termes de quantité. On estime que d'ici 50 ans, la Seine va perdre 30% de son étiage, qu'on va avoir un impact sur les ressources souterraines avec une baisse de moins 30 à moins 60% de nos ressources souterraines. C'est encore à affiner, c'est compliqué d'avoir des modèles à l'échelle locale, mais quand même un problème de quantité et un problème de qualité, car qui dit moins d'eau dit concentration des pollutions, donc un vrai sujet derrière pour l'agriculture. Donc ça, c'est notre deuxième point de faiblesse. Comment est-ce qu'on fait face à ces sujets-là directement liés au dérèglement climatique? Et troisième étude extrêmement importante, c'est qu'on a regardé la structuration de l'approvisionnement alimentaire à Paris. On a regardé comment ça se passe sur le territoire. Sachez que ce qui arrive dans vos assiettes à Paris a fait en moyenne 660 km, plus pour les fruits, moins pour les céréales, à peu près cette distance-là pour la viande. Que nous dépendons à Paris à 75% de la route et de produits d'importation bien hors d'Île-de-France pour nous nourrir. Et que cette alimentation, elle vient pour 80% à travers les plateformes d'agroalimentaire, les circuits, les gros circuits, et que pour 20% d'approvisionnement locaux. Donc là, on voit aussi un problème de dépendance à l'importation à l'extérieur. Donc du coup, ça nous donne finalement des objectifs assez simples: décarboner, relocaliser et améliorer évidemment la qualité alimentaire. Alors pour le faire, je pourrais vous détailler plein de choses, mais je vais revenir sur ce qui pour moi sont les 3 axes de travail pour une collectivité aujourd'hui. 1, l'exemplarité. 2, être catalyseur de l'action. 3, faire la démonstration qu'un autre modèle est possible. 3 petites illustrations. Exemplarité, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à travers le plan alimentation durable de la ville. 30 millions de repas servis chaque année dans la restauration collective. On sera à 20% de bio et de local en 2020. Ce qui est évidemment considérable, et je pourrais revenir sur le comment dans la discussion. 2, être catalyseur, c'est force de cette dynamique. On va aller prendre la logique qu'on a mise sur nos cantines pour faire la même chose sur le territoire parisien, pour là aussi soutenir le régime flexitarien à Paris, aider à soutenir le développement d'une agriculture bio à l'échelle de la zone d'influence de Paris, francilienne et au-delà. Ça veut dire travailler avec les grandes chaînes de supermarchés, les restaurateurs, la restauration collective d'entreprises. C'est quelque chose qui est lancé là en ce moment. Et puis, 3e acte, c'est faire la démonstration qu'un autre modèle est possible, et c'est là où le pont entre eau et alimentation se fait de manière extrêmement importante. Je suis présidente d'Eau de Paris, comme tu l'as dit. Eau de Paris, c'est l'entreprise publique, 100% publique, qui gère l'eau du robinet, de la source jusqu'à votre robinet. 50% de l'eau que vous buvez à Paris vient d'alimentation souterraine, sur lesquelles on a des agriculteurs, du coup, qui font leur vie au quotidien. Et depuis maintenant 5-6 ans, on les accompagne pour qu'ils transforment leur agriculture, pour réduire les intrants chimiques ou passer à la bio. Ça a un impact évidemment très important pour la qualité de l'eau. On a des très bons résultats, d'ailleurs moins chers que de faire des usines de potabilisation, mais ça permet surtout de soutenir une autre agriculture sur ces aires d'alimentation de captage qui, pour la première fois depuis 1 an maintenant, vient en plus alimenter la restauration scolaire. C'est donc extrêmement intéressant, et c'est là où notre triptyque angoissant du départ, je pense, prend une couleur extrêmement positive. C'est qu'on arrive à faire la démonstration qu'on peut faire autre chose et qu'en plus ça fait système, qu'en protégeant l'eau, eh bien, on crée aussi une nouvelle agriculture, et que du coup on agit sur toutes les questions
de l'assiette à la planète, comme on a tendance à le dire. Se préoccuper de ce triptyque climat, eau, alimentation, c'est travailler pour la santé en améliorant l'alimentation, c'est lutter contre la pollution en ayant une autre logistique, c'est relocaliser, soutenir une économie locale et plus respectueuse des paysans, et c'est faire un geste énorme pour la planète.